Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'étais en galère parce que ma ring light, elle arrêtait pas de tomber. Du coup, je me suis battue avec avant de pouvoir me connecter. C'était génial. Un combat. Tout à fait. En tout cas, on te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous en live ce soir. Bah, merci à vous. Ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors du coup, je m'appelle Eulalie. Je suis écrivaine. Je suis écrivaine indépendante depuis 2019, donc ça fait un moment maintenant. Et j'écris de la romance, donc soit de la romance de l'imaginaire, soit de la romance historique. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire combien de livres tu as écrits et nous les citer? Oula. Alors, j'ai pas le compte en tête. Je crois il y en a 16, 17. Ça me met une colle de donner un nombre. Du coup, alors, on peut commencer par la romance historique. J'ai deux sagas de romance historique, donc une qui s'appelle Pour l'amour d'un Highlander, en 2 tomes, et une qui s'appelle Au cœur de la bataille en 3 tomes. Donc ce sont toutes les deux des romances historiques écossaises parce que je suis passionnée par l'Écosse et que c'est un pays trop beau, plein de légendes. Bref, on peut pas lui résister. Ensuite, j'ai aussi une romance à moitié historique et à moitié contemporaine que j'ai coécrite avec Marie Faucheux, avec un voyage dans le temps. Et celle-ci, elle se passe à Londres. Donc on reste un peu sur l'ambiance, sur l'autre côté de la Manche. Ensuite, j'ai des romances fantastiques, donc qui se passent dans notre monde. Alors j'ai Mira, qui est une saga young adulte en 2 tomes, avec des loups-garous et des sorcières et une malédiction. J'ai Appartenance, qui est aussi du young adulte. Là, c'est plus un peu futuriste et fantastique parce que c'est des 600 ans dans le futur, je crois, avec des créatures surnaturelles, donc des sorciers, des vampires, des loups-garous, et aussi un petit peu de romance. Il y a également ma saga Elinor Riley, donc je suis en train d'écrire le 4e tome, là j'étais en train d'écrire juste avant d'arriver. Et ça c'est de l'urban fantasy du coup, donc beaucoup d'action, beaucoup d'humour, je mets vraiment toutes mes bêtises dans ce livre, c'est assez délirant. Voilà, donc ça 3 tomes déjà sortis, le 4e en mai. Ensuite, j'en suis où? Ils sont où mes livres? Ensuite, j'ai de la fantasy. Donc j'ai ma trilogie Droit de sang qui est terminée. Donc là, c'est vraiment royauté, magie, complot, amour interdit. Et enfin, j'ai ma saga Failles de sel et de sang qui, voilà, dont j'ai sorti le tome 2 la semaine dernière. Et là, du coup, ce sera une trilogie et c'est de la romantaisie Fae Enemies to Lovers. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours depuis le début? Oui. Alors, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé à écrire quand j'étais ado, mais c'était vraiment pour moi ou un petit peu mes copines, mais c'était très cercle fermé. Quand j'étais étudiante, je me suis mise à me publier sur Wattpad, parce que j'avais envie d'avoir des retours, j'avais envie d'être lue et puis d'échanger avec des lectrices aussi, puis de m'améliorer en fait, parce qu'on a vraiment besoin de retours pour pouvoir faire mieux. Et du coup, c'est là que j'ai eu pas mal, enfin, j'ai deux de mes livres qui ont bien pris, donc euh, Pour l'amour d'un Highlander et Mira, qui ont trouvé leur public, donc c'était vraiment bien pour moi. Bah, ça m'a permis aussi de retravailler ce qu'il fallait retravailler, etc. Et est venu le moment où j'ai commencé à envoyer mes textes en maison d'édition, mais déjà c'est très long les réponses, et puis parfois ils répondent juste jamais. Donc voilà, on sait même pas s'ils ont vu. Et en fait, j'avais une amie, bah, Marie, du coup Marie Fauchet, avec qui j'ai coécrit, on est amis depuis 7 ans, 8 ans je crois en fait, bientôt nos 8 ans d'amitié, donc on commence à bien se connaître. Et elle s'était lancée en auto-édition et elle m'a dit que c'était assez facile sur Amazon, c'est assez accessible parce que déjà c'est pas payant et puis c'est pas très compliqué, il y a beaucoup d'aides, etc. Donc bref, elle m'a conseillé de me lancer parce que j'avais vraiment envie de concrétiser mes romans. Donc je me suis lancée, donc j'ai d'abord publié Droit de 101 et quelques mois après j'ai publié Pour l'amour d'un Highlander, et Pour l'amour d'un Highlander il a vraiment explosé et du coup je me suis dit, donc ça c'était pendant mon master 2, et du coup à la fin de mes études je me suis dit bon, j'ai fait 5 ans d'études supérieures, c'était horrible, c'était la tête dans le guidon à toujours faire un peu ce qu'on attendait de moi, et puis bah les études c'est pas
bah, c'est pas la période. Enfin, d'un côté, c'est épanouissant et d'un autre, pas du tout parce on fait que travailler et c'est pas comme ça qu'on trouve qui on est, je trouve. Et du coup, je me suis dit, allez, je me donne 1 an, je me donne à fond dans ça et je vois si ça fonctionne. Et du coup, ça fait plusieurs années et voilà. Et j'ai pas arrêté depuis. Et du coup, tu as fait un master. Alors, rien à voir, j'ai un master de recherche en cancérologie. Ok. Oui. Et du coup, t'en as fait... enfin, tu l'as fait pour rien. Alors, c'est un grand débat dans ma famille, ça. J'ai jamais lancé ce sujet à table. Bah, alors, je ne m'en sers pas dans ma vie professionnelle. Enfin, je veux dire, j'ai pas trouvé de métier dans ça. Mais en vrai, ça m'a énormément servi. Enfin, ne serait-ce que la rigueur de travail, etc. J'ai appris plein de choses et c'était passionnant. J'ai pas du tout. J'ai adoré mes études. Enfin, le thème et ce que j'ai appris, c'était génial. Après, j'ai pas du tout aimé les métiers vers lesquels ça menait parce que ça menait beaucoup dans la recherche publique et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de poste. En fait, il n'y a rien. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est un milieu très compliqué et ça m'en a un petit peu dégoûté. Donc, c'était un mal pour un bien. Élise est en train de enfin, à poser une question. Tu es en train d'écrire le tome 3 de Fées de sel et de sang? Point d'interrogation. Non, je vais me faire agresser si je dis ça. Non, je le commence en avril. Ok. Ok. Oui, on veut la suite, nous. Je sais. Non, non, mais il sortira en octobre, comme annoncé. J'annonce pas de date au pif, hein, c'est très, très calculé. Et oui, j'ai vu la réponse. J'écris Eline en ce moment. Je finis, euh, je finis Eline 4 bientôt. Voilà. Euh, Tu peux nous rappeler le premier livre que tu as publié et nous le pitcher en quelques mots? Ouais. Alors du coup, c'est Droit de sang, tome 1. Alors, Droit de sang, c'est une grosse trilogie donc de romances fantasy. Alors, pitcher Droit de sang. Donc le tome. Je suis tellement nulle en pitchage, c'est horrible. Alors, du coup, on Donne-nous suit les tropes peut-être si tu as plus facile ou quelques mots-clés qui le Oui, définissent. alors je peux essayer en quelques phrases. C'est l'histoire d'un chef des armées qui va aller tuer le roi du royaume voisin et ses fils parce que ce sont des tyrans. Et c'est la seule famille qui possède de la magie sur tout le continent. Donc lui, il les a étudiés pendant des années, il a tout planifié pour les tuer, il les tue, donc vraiment ça c'est le chapitre 1, hop, il bute tout le monde. Et là, il réalise qu'en fait, à cause de leur magie, c'est les seuls qui peuvent régner. Du coup, il commence à faire des recherches et il découvre que le roi avait eu une fille que la reine avait cachée parce qu'en fait le roi ne voulait que des fils parce qu'on était vraiment sur un personnage absolument délicieux. Et du coup, il retrouve cette fille qui a 17 ans à ce moment-là et qui est du coup destinée à devenir la reine. Et du coup, on est sur... bah déjà, elle a de la magie, donc sa magie, elle va devoir tout apprendre sur la politique. Et puis, il y a un amour interdit entre eux parce que elle, c'est une future reine et lui, c'est le soldat qui doit la protéger. Voilà. Et qui a tué toute sa famille. Et qui a accessoirement tué toute sa famille. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton best-seller? Quel est le livre que tu as le mieux vendu? Alors, c'est Pour l'amour d'un Highlander. C'est celui du coup que j'ai publié en deuxième. Donc, c'est une romance historique écossaise avec un mariage arrangé. Parce qu'on adore les mariages arrangés aussi. Et puis, du coup, c'est mon best-seller en français et je l'ai aussi très bien vendu en espagnol parce qu'il est traduit en espagnol. C'est le seul de tes livres qui est traduit? Non, j'ai aussi fait traduire ma saga Au cœur de la bataille, mais elle a moins bien marché que Pour l'amour d'un Highlander. Et tu les as traduits que en espagnol? Oui, parce que j'avais rencontré une traductrice et c'était l'occasion. Enfin, elle débutait un peu, du coup, c'était un win-win, on va dire. C'est assez compliqué les traductions quand on est indépendant parce que ça coûte très cher, c'est un très gros investissement, donc on le fait pas à la légère. J'imagine. Alors, tu nous as dit que tu as écrit plusieurs genres. On voudrait savoir lesquels tu préfères écrire. Hmm. Ah, je sais pas. J'hésite entre la fantasy et, euh, et la fantastique, enfin le fantastique, enfin, je veux dire des éléments surnaturels dans notre monde. En fait, le fantastique, c'est plus facile d'une certaine manière parce qu'il y a moins de choses à expliquer qu'en fantasy. Parce qu'en fantasy, il faut tout expliquer comme on invente toutes les règles de l'univers. Mais en même temps, du coup, en fantasy, on a des libertés qu'on n'a pas en fantastique. Donc voilà. En fait, en ce moment, je suis très... Enfin, je lis beaucoup de fantasy et de fantastique. J'écris que ça, du coup, je suis dans ce mood-là. Mais ça se trouve, dans quelques années, ma réponse, ce sera romance historique parce que j'aurai réécrit
de nouvelles romances historiques, donc ça dépend. D'accord. On a, Si je ne... on a une Vas-y. question de celle qui aime lire. Tu aimerais être publié en maison d'édition ou tu préfères rester en auto-édité? Ça, c'est une très bonne question. Alors, j'adore être auto-éditée. J'ai pas prévu d'envoyer des romans en maison d'édition dans un futur plus ou moins proche. Après, si un jour l'occasion se présente pour un roman, pas une saga, et selon la maison d'édition, je l'envisagerai. Mais j'ai déjà refusé plusieurs contrats en maison d'édition parce que j'aime trop mon indépendance. Donc c'est pas Tout facile gérer comme de choix. A à Z. Euh, Tu n'as pas écrit de one shot, si je me trompe pas. Si, bah du coup, Appartenance, c'est un one-shot. Le livre futuriste, fantastique, gros mélange. Mais tu écris principalement des sagas. Ouais, principalement. Pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai trop de trucs à dire et un seul livre, souvent, c'est pas assez. Et bah, en vrai, mes romances historiques, c'est des sagas, mais c'est un livre par couple. Donc au final, c'est le même contexte, mais c'est des histoires un peu différentes dans le sens où on suit pas les mêmes personnages, on revoit ceux d'avant, mais c'est vrai que j'aime souvent bien les sagas, parce que j'aime bien voir l'évolution des personnages. Souvent entre le tome 1 et le tome 3, ils ont vécu tellement de choses que on a, j'adore l'évolution en fait, psychologique des personnages. Ouais. Et là, il y en a, hein. Entre le tome 1 et le tome 2, Ouais, elle a bien changé, hein. bah il fallait, hein. Elle avait pas trop le choix. Non. On a une question de celle qui aime lire. Et du coup, si tu avais toutes les maisons d'édition à tes pieds, laquelle choisirais-tu? Ah, t'as cru que j'avais les maisons d'édition à mes pieds? Euh, Alors là, j'ai pas de nom en tête. En fait, je choisirais une maison d'édition qui m'offrirait une belle visibilité en librairie parce que en tant qu'indépendante, c'est ce que je n'ai pas. Du coup, c'est ce qui me manque. Donc forcément, ce serait une de mes conditions principales parce que ça m'apporterait vraiment beaucoup de visibilité, ça me ferait connaître auprès des lectrices de librairie. Donc voilà, mon choix reposerait surtout sur ce point-là. Moi, du coup, tu nous as déjà expliqué ma question, c'était pourquoi avoir choisi l'auto-édition, mais tu nous as expliqué avant. Ah, il y a plein de raisons de choisir l'auto-édition, c'est sûr que c'est surtout l'indépendance et puis, puis plein d'autres. Mais oui, Justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui veulent s'auto-éditer? Alors déjà de prendre leur temps, parce que se précipiter, c'est pas forcément une bonne chose. Je pense aussi qu'il faut se poser beaucoup de questions, parce que, comment dire? En fait, on n'a pas tous les mêmes objectifs quand on s'auto-édite. Par exemple, il y a quelqu'un qui va peut-être s'auto-éditer et qui a pas forcément envie de vendre plein de livres, qui veut son livre pour lui, pour son cercle proche, pour X ou Y raison. Et il y a quelqu'un qui va peut-être avoir comme objectif de vivre de sa plume. Et là, du coup, on n'est pas du tout sur la même échelle, donc on n'est pas sur la même quantité de travail, on n'est pas sur les mêmes outils d'auto-édition, la même stratégie. Et du coup, moi, je dirais de déjà définir ce qu'on veut et du coup de se renseigner en conséquence avant de se lancer et de pas se précipiter, de bien s'entourer aussi, surtout en fait, parce que vraiment, on ne publie pas un livre tout seul. On a toujours besoin de relecteurs, on a besoin de correcteurs, on a besoin de graphistes. On fait pas ça, on fait pas ça tout seul. Même si on pourrait le croire, on fait pas ça tout seul. Donc voilà, prendre son temps Et pour faire les choses justement, bien. cette équipe-là, c'est toujours la même? Tu t'entoures toujours des mêmes personnes? Ouais, j'ai toujours à peu près toujours la même équipe. Il y a juste les bêta lectures qui changent un petit peu parce qu'en fait souvent je bêta-lis euh, une autrice et elle me bêta-lit en retour. Du coup, pour certains projets, j'ai peut-être une autrice que j'ai pas sur un autre projet. Enfin voilà. Mais sinon, j'ai mon cercle avec Megara, Lucille, Ici. Marie et Noémie. Voilà, on a notre petite team de bêta lecture. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est ma team principale. Après, correctrice, j'en ai deux. Par exemple, en ce moment, comme j'écris deux projets, elles ont chacune leur projet, parce qu'elles vont pas corriger un tome 2 si elles ont pas lu le tome 1, ça a pas de sens.
Et par contre, les graphistes ou illustratrices, ça change parfois selon les projets. Parce qu'il y a des graphistes qui sont un peu plus spécialisés dans telle technique ou tel genre de roman. Du coup, c'est plus pertinent de faire appel à elles pour certains projets. On avait une question de celle qui aime lire. As-tu de nouveaux projets de saga ou autres où tu te concentres sur les suites cette année? Alors cette année, je finis mes sagas en cours. C'est vraiment, parce que si on parle de nouveaux projets, moi j'ai bien envie de les commencer, mes nouveaux projets, mais il faut déjà finir ça en cours. Du coup, cette année, je finis Éline et Faille de sel et de sang. Comme ça, tout est fini et je peux repartir sur une page blanche. Et par contre, l'année prochaine, oui, je commence deux nouvelles sagas normalement en 2025. Quel genre? Alors normalement, je dis normalement parce que c'est pas encore Quel... fin, j'y suis pas encore, donc voilà. Normalement, j'écris une romantaisie avec Megara. Eh, Alors je dis pas combien il y aura de tomes parce que nous non plus on le sait pas, donc je vais éviter les fausses infos. Et je veux écrire une saga. Euh, j'ai pas encore dévoilé de quoi ça allait parler. Ça va être de la romance et ce sera un tome, un couple, mais je dévoilerai un peu plus de quoi. Enfin, je vais mélanger deux genres, on va dire. Et j'ai très hâte de l'écrire parce que je vais beaucoup m'amuser. on a hâte de voir ça. Euh, Alice te demande si tu as un projet de dark romance en vue. Pas du tout. Alors, j'avoue, j'en lis pas. Ça me, ça m'attire pas trop la dark romance, désolée. Non. Non, bah, il n'y a pas à t'excuser, on fait pour tout le monde. Le plus sombre que j'ai écrit, c'est Faille de sel et de sang, mais c'est seulement parce qu'ils savent pas s'ils se détestent ou s'ils se détestent pas, c'est tout. on a une question de Élise qui te demande quel personnage tu as préféré écrire. Oh là là. Hmm, Bah, du coup, en ce moment, euh, bah, j'aime bien écrire Eline parce que, en fait, il y a deux réponses à cette question. Il y a une réponse que je peux pas dire parce que c'est un personnage dans Droit de sang, mais ça, si j'explique, ça spoil en fait parce que c'est un personnage qui est au début secondaire et qui après prend beaucoup de place. Mais j'ai adoré l'écrire parce que son évolution psychologique, elle était dingue. Et du coup, sinon, Eline, parce que je me retrouve beaucoup en elle pour plein d'aspects. Et le fait que ce soit très moderne, c'est un peu un défouloir d'écrire ce livre parce que, en fait, je m'éclate. Et Eline est d'un côté, elle est très altruiste. Et d'un autre côté, elle est prête à faire des choses horribles pour protéger ce qu'elle aime. Donc, elle a une dualité que j'adore. Et juste, j'adore être dans sa tête. Je me marre bien. Donc voilà. Alors du coup, tu nous as dit juste avant que tu avais déjà fait des quatre mains. Oui. Est-ce que tu peux nous dire lesquels, avec qui et qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience? Alors du coup, j'ai écrit une duologie avec Marie Faucheux. Donc c'est Liaison temporelle. Donc c'est un mélange entre de la romance contemporaine et de la romance historique parce que du coup, on a écrit chacune un personnage. Donc elle a écrit Connor et moi j'ai écrit Charlotte. Et Charlotte vit à l'époque comme dans la série La Chronique des Bridgerton, donc à la Régence anglaise. Et elle voyage dans le temps et elle se retrouve dans notre époque. Du coup, on avait envie de casser un peu les codes du voyage dans le temps. Et puis juste de réunir ce qu'on écrit toutes les deux, parce que Marie, elle écrit de la romance contemporaine, moi j'ai écrit de la romance historique, donc ça faisait vraiment la rencontre de nos mondes. C'était une super expérience, c'était la première fois que j'écrivais avec quelqu'un, d'où le fait de commencer avec Marie, parce qu'on est amis depuis des années, donc c'est tout de suite plus facile. En plus, on a la même façon d'écrire, on a la même méthode de travail, donc pour ça, c'était facile. Pour d'autres choses, c'était pas du tout facile. Parce que Marie, des fois, je l'adore, mais Marie, des fois, on sait pas pourquoi, elle se dit, oh tiens, et si je partais totalement en vrille? Et du coup, je me suis retrouvée à lire des trucs et à me dire, mais Marie, pourquoi? Pourquoi? Et du coup, je pense que pour moi, c'était une expérience de lâcher prise parce que je suis très contrôle fric. Et là, du coup, je ne pouvais pas être contrôle fric parce qu'on est deux. Et voilà, du coup, c'était vraiment une bonne expérience pour moi. Ça m'a fait réaliser que j'étais un peu psychorigide, donc qu'il fallait que je me calme.
Parce que tu as l'air d'être quand même une autrice très très organisée. J'imagine que tu es le genre à faire des plans et tout. Oui, bah du coup ça, Marie aussi. Mais justement, Marie elle est comme moi, on fait des plans et un jour je me retrouve à lire des chapitres qui ne suivent pas le plan. Je dis mais Marie ça va pas être possible. Donc oui oui je fais beaucoup de plans et puis je suis très organisée aussi bah, dans le travail en général parce que quand on est auto-édité on a toutes les casquettes donc il y a le marketing, l'administratif, la compta, le travail éditorial, bref, si on, sans un minimum d'organisation, je me noie en fait. Donc il faut que chaque journée ait son objectif et comme ça c'est beaucoup plus efficace. Et est-ce que tu as des petits rituels d'écriture ou est-ce que tu écris de la musique ou est-ce que tu écris à certaines heures du matin, du soir? Alors du coup, moi je suis pas du matin. Faut rien attendre de moi à cette période de la journée. Moi j'écris plus le soir. Souvent j'écris passé 15 heures. Enfin en fait on va dire que ma tranche horaire ça peut aller de 15 heures à 20 heures. C'est là où je suis... Enfin c'est là où j'ai de l'inspiration, où je suis bien. J'écris pas avec de la musique par contre parce qu'en fait mon souci c'est que sinon je m'ambiance et j'écris pas. Parce que j'ai envie de danser, enfin, du coup j'ai pas envie d'écrire si je mets de la musique. Donc moi souvent j'ai mon casque à réduction de bruit. Comme ça me fait une bulle. Et puis en plus je vis en immeuble donc des fois il y a du bruit et tout, c'est chiant. Donc ça me fait vraiment un cocon. Et je mets aussi souvent des bruits blancs ou des bruits d'océan, des trucs vraiment apaisants comme ça je suis dans ma bulle. Voilà. Après sinon j'ai pas d'autres trucs particuliers. Ok. Ton tome 2 est sorti la semaine passée. Je l'ai pas et je l'ai eu sur la Kindle, c'est pas drôle. Mais est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu cette nouvelle saga Ouais. pour ceux Alors qui... du coup bah, c'est de la romantaisie fae. Enemies to lovers. Déjà, ça, c'est ma phrase. Voilà, j'ai dit le principal. Du coup, on va suivre l'histoire de Nissalia, qui est une noble. C'est une fae. Elle est assez jeune parce qu'elle a 30 ans, parce que les fae, c'est des immortels, donc souvent ils vivent plusieurs siècles. Et Nissalia, elle vit dans le dernier royaume libre du continent où elle habite, parce que tous les autres royaumes ont été conquis par l'Empire. Et l'Empire se tourne à présent vers son royaume, donc Nissalia, elle prend les armes, même si on attend d'elle qu'elle soit une gentille petite noble et qu'elle épouse le prince parce qu'elle est fiancée au prince de son royaume. Nissalia, c'est pas du tout son truc. Nissalia, elle a pas envie de faire de la politique, c'est d'être à la cour, d'être dans des robes. Nissalia, elle veut prendre les armes. Donc c'est ce qu'elle fait. Et elle part défendre son royaume, sauf qu'elle se fait capturée par l'ennemi, qu'elle est emmenée du coup à la capitale de l'Empire et qu'elle se retrouve à devoir servir le prince de sang, donc c'est le fils aîné de l'impératrice. Et c'est vraiment l'ennemi public numéro un parce que, bah, comme son nom l'indique, il est capable de manipuler le sang des autres, donc du coup c'est le fae le plus puissant qui soit. Enfin, personne n'est capable de le vaincre, alors que lui il peut tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc chiant. Et du coup, Nissalia, elle va devoir le servir et lui obéir, etc. Voilà. Donc on est vraiment sur la vibe enemies to lover plus plus plus. Alors moi j'ai lu le tome 1 et après c'est que mon avis personnel, mais j'ai trouvé que tu avais fait quand même un world building très simplifié, Oui. pas énormément développé. Alors pourquoi avoir fait ce choix de le Alors, simplifier? alors du coup, ça, tu vois, c'est un traumatisme de droit de sang. Parce que en fait, j'ai écrit, donc Droit de sang, c'est une trilogie et elle est hyper grosse. C'est-à-dire que chaque tome fait 300 000 mots. Donc c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous avez trop des notions, mais par Non, exemple, en Faille aucune. de sel et 201, il fait 80 000 mots. Ah oui. Donc c'est plus que le triple. Voilà. Oui. Et en fait, dans Droit de sang, alors le world building, dans le sens, il n'y a pas de créatures surnaturelles, donc il y a déjà moins de choses à expliquer, mais en fait, il y a beaucoup de complots politiques et il y a beaucoup de personnages. Genre, je me suis vraiment lâchée. Je me suis dit, vas-y, donne tout ce que t'as, quoi. Et du coup, on m'a souvent reproché que c'était trop lourd. Et aussi, je sais que un truc que les lectrices reprochent souvent à la fantasy, c'est que le début d'une fantasy, c'est souvent très lourd parce qu'on se prend plein d'infos dans la face. Et du coup, même moi en tant que lectrice, parfois, c'est trop, c'est trop. Du coup, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus léger sur le world building, ou plutôt de le construire petit à petit, parce que je sais que je le développe un peu plus dans le tome 2, il sera aussi développé dans le tome 3, parce qu'en fait, j'avais pas envie de noyer les lectrices dans des informations.
Et en plus, comme c'est une romantaisie, bah, la romance est quand même très centrale dans l'intrigue. Donc, j'avais pas envie que ce soit aussi lourd qu'une fantaisie. Voilà, Donc, c'était un en choix. fait, tu me conseillerais de lire, moi qui aime bien quand c'est assez développé, Droit de sang pourrait correspondre à ce que moi je suis. Ça pourrait plus correspondre. Alors, du coup, c'est très, très développé. Enfin, faut être prêt à lire un pavé. Je me Voilà. note, je me le commanderai. Bah, merci. Bah, j'espère qu'il te plaira parce que, en fait, Droit de sang, c'est marrant, c'est ma saga un peu qui tout double. C'est-à-dire que le tome 1 est hyper clivant avec la fin, parce qu'en fait, je sais que j'ai fait une fin un peu clivante. Donc, soit les gens s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas aimé, soit ils ont trouvé ça trop lourd, ils n'ont pas aimé la fin, bref. C'est très bien, hein, je peux pas plaire à tout le monde, c'est normal. Mais par contre, ceux qui continuent, ils lisent le 2 et le 3. Enfin, tu vois, ils s'arrêtent pas au 2. Enfin, c'est très rare que les gens s'arrêtent au 2, parce qu'en fait, une fois que t'es parti, si t'as compris mon délire et que t'es prêt à partir dans mon délire, voilà, ça se suit. Je vais le tenter parce que j'ai bien aimé la dernière couronne, hein. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, moi, il me manquait vraiment un développement de l'univers, on va dire. Ouais, je comprends. Je Enfin, comprends, moi, c'était mon choix, justement, mais... enfin, c'est un peu l'inverse. J'ai adoré le fait que ce soit une romantaisie un peu légère, enfin, pas lourde, et en sachant que j'ai lu le tome 2 et il est plus sombre et j'ai encore plus aimé que le tome 2 que le tome 1, donc Tant mieux. je veux le C'est garder le tome 3. c'est l'angoisse des tomes 2, c'est que ce soit... Enfin, quand le tome 1... Parce que j'ai eu beaucoup de lectrices quand même sur le tome 1 et il y a vraiment une hype de la... Enfin, et du coup, j'avais vraiment l'angoisse que le tome 2 soit moins bien parce que... Enfin, je sais que souvent, le souci des trilogies, je trouve, c'est que ça fait un, 2, 3 ou 3 après plus ou moins haut, mais souvent le 2, il y a une espèce de chute et j'avais vraiment peur de ça et je voulais vraiment pas ça. Surtout que dans ma tête, le 1, c'était vraiment une mise en bouche. On rentre dans le truc et après, on y va. Et donc très contente qu'il était plus que le 1 du coup. J'ai beaucoup aimé la dualité qui se joue dans sa tête et Mm. enfin, voilà. Je veux pas en dire de trop, mais ouais, j'aime bien. C'est à moi, c'est toujours à moi à parler. Moi, j'ai une question. Pourquoi avoir attendu les trois quarts du tome 2 pour nous mettre un seul chapitre où Malek donne son avis? Parce que hmm, bah déjà parce que pour moi il fallait enfin je veux surtout qu'on enfin ce qui était le plus important pour moi c'est sa vision qu'elle elle a de lui Mhm. parce que c'est surtout enfin, c'est quand même l'héroïne et puis comme c'est un enemies to lovers on a toujours ce petit on sait pas ce qu'il pense et en fait j'avais envie je voulais pas trop en donner de lui pour tout un tas de raisons il aura au moins 2 chapitres dans le tome 3 rassure-toi. Mais j'avais vraiment envie de donner qu'une petite miette de lui et surtout qu'on 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 ressente parce qu'il est court le chapitre, mais qu'on ressente vraiment quelque chose de différent que ce que elle perçoit, que ce soit vraiment une cassure dans le récit du coup. J'aurais adoré un peu plus de lui encore. Dans le prochain. Ça va. Concernant Un océan de ténèbres, tu as fait une série de box. Comptes-tu en refaire une autre? Ouais, j'ai prévu d'en refaire pour le tome 3 du coup. Et pour le tome 2, il n'y en aura plus. Non, elles se sont toutes vendues. Et j'en ai marre de faire des colis, donc non, il y avait des choses que j'avais en quantité limitée parce que c'est comme ça que je les ai trouvées ou que je les ai fait imprimer. Et du coup là, j'ai atteint la limite de tout ce que je pouvais vendre, donc j'ai enlevé enfin, j'ai arrêté les ventes sur ma boutique. Ça doit être un boulot supplémentaire, hein, ça, les box. Laisse tomber. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai acheté le tome 1 en relié. Le 2, il est en relié aussi? Oui, oui, tout est. À chaque fois, je sors les mêmes formats pour toute la saga. Ok. Je regarde s'il y a des questions. Ouais, j'attends les box. Oui, oui, l'overlay est surprise. Et oui, c'est marqué encore. Non, mais faut être patiente avec moi parce que j'ai fait des box du coup lundi, mardi, hier. Ce matin, enfin aujourd'hui, j'ai eu le temps d'en faire 2 parce que j'avais plein d'autres choses à faire, perso, etc. Et là, celles qui sont pas parties, enfin, je les emballe toutes dans le week-end et je pose tout ce qui reste lundi au dépôt et voilà. Parce que là, mon salon
et rempli de scotch, de papier bulle, de carton, j'en peux plus. Donc voilà, il est temps que tout soit parti. Euh, Est-ce pas trop compliqué de se faire connaître en auto-édition? Si. Enfin, du coup, C'est les réseaux sont super importants quand même. ouais, carrément. En fait, pour moi, là, justement, quand on parlait tout à l'heure de l'auto-édition, des conseils et que je parlais des objectifs, parce que il y a différentes charges de travail, forcément, selon les objectifs. Vraiment, je pense que ce qui est le plus dur en auto-édition, c'est la visibilité. Enfin, c'est de se faire connaître. Parce qu'on n'a pas la puissance marketing d'une maison d'édition, on n'a pas de visibilité en librairie, ou rarement, ça dépend, il y a certains auteurs indépendants qui le font, mais c'est assez compliqué. Donc vraiment la visibilité c'est le plus dur, ça demande beaucoup de travail. Ça demande bah, du coup d'être présent sur les réseaux ou alors d'investir beaucoup d'argent en publicité, donc sur Facebook ou sur Amazon, etc. Et du coup c'est vrai que c'est une des plus grandes difficultés, je pense. Dark Mad Boy demande que tu gères tout toute seule au niveau de l'auto-édition, hormis les Ouais, corrections, etc. ouais, je gère. Bah du coup, en fait j'ai des prestataires, donc voilà, j'ai une correctrice, j'ai une graphiste, j'ai un comptable, parce que la compta, ça me donne envie de me jeter par la fenêtre. Mais sinon, oui, c'est moi qui fais. Enfin, je suis la seule personne qui travaille dans ma société à part les prestataires, donc forcément, c'est moi qui fait tout. Euh, Est-ce que tu fais appel à des partenaires à l'année ou des choses comme ça? Parce que je sais qu'il y a d'autres copines auteurs à toi, Megara Nolan par exemple, qui a fait un appel à partenaires pour cette année. Ouais, pour les chroniqueuses, tu veux dire? Oui. Alors, j'ai pas fait d'appel vraiment parce que, en fait, tout le monde le faisait en même temps et j'avoue que j'ai eu un peu la flemme déjà, parce que la flemme, c'est vraiment un moteur parfois assez terrifiant. Et non, en fait, je suis plus partie dans l'optique que j'ai des... Enfin, en fait, souvent, si on vient vers moi, je peux accepter en papier ou en e-book. Enfin, je suis pas réfractaire à l'idée d'envoyer des SP. Et en fait, quand j'ai trouvé une chroniqueuse avec qui je m'entends bien, où ça s'est bien passé, où elle a fait des super contenus, etc., bah du coup, je lui propose à chaque fois que j'ai une nouvelle sortie, est-ce qui t'intéresse? Il y en a certaines qui lisent peut-être que de la fantaisie, du coup, bah, je leur propose que ma fantaisie. Enfin voilà, je fais plus au fur et à mesure de mes rencontres et de mes expériences, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois d'envoyer des livres et qu'ils soient jamais lus. Et mine de rien, bah, c'est une grosse perte financière. Donc, euh, donc voilà, les choix sont difficiles à faire, mais importants. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que pour toi, c'est indispensable pour faire ta pub? Euh, j'ai envie de dire oui, mais en fait, je connais des autrices qui s'en sortent, enfin, qui, je pense, vendent principalement pas grâce au réseau, enfin, aux publicités, du coup, comme je disais, parce que quand tu as l'argent à investir dans de la pub, bah forcément, tu apparais auprès des lectrices. Après, moi, je pense que la plupart des auteurs, oui, ont besoin d'être présents sur les réseaux. Pas besoin d'être sur plein de réseaux, faut juste être pertinent dans quel réseau choisir, quel type de contenu. Mais oui, je pense que c'est super important. En plus, je pense que quelque chose qui plaît beaucoup aux lectrices de, de rom... Je la refais. Quelque chose qui peut plaire aux lectrices d'autrices ou d'auteurs auto-édités, c'est que souvent, comme on est très investi sur les réseaux, alors il y a aussi des auteurs en maison d'édition qui le sont, hein, on est d'accord, il y en a qui sont très aussi proches du coup de leur lecteur par message, par leur contenu, etc. Mais nous, en tant qu'édité, on est plus obligé de le faire encore parce qu'on n'a pas de maison d'édition qui fait notre marketing. Et du coup, ça fait, je pense, qu'on crée plus de liens et que du coup, il y a une espèce de proximité qui se crée avec les lectrices, qui peut vraiment leur plaire. Enfin, je sais que j'ai des lectrices qui me suivent depuis des années et qui m'envoient souvent des messages et on peut discuter de choses et du coup, bah, c'est quand même quelque chose qui crée du lien, les réseaux. Enfin, ça, on l'a remarqué plusieurs fois. Les auteurs auto-édités, on a plus facilement accès à papoter, même de tout et de rien, quoi. Mm, Enfin, Non, mais mm, même pour nous, c'est vrai on est quand même moins timide à aller envoyer un message à un auteur autorité, comme si il était plus humain que quand il y a une maison d'édition derrière. Je dis pas que mais l'auteur semble moins humain, moins accessible en fait mm, quand il y a une maison d'édition derrière. mm. Mais en plus, enfin,
selon les auteurs en maison d'édition, encore une fois, ils n'ont pas tous le même investissement de temps et de présence sur les réseaux, donc forcément, ils peuvent paraître plus inaccessibles. Est-ce que tu La as, question suivante, en fait, elle a déjà été posée, donc il y a un bug, je crois. du coup, tu nous as donc parlé du tome 3 de Feuillet de sel et de sang pour octobre. Est-ce qu'il y a d'autres sorties qui sont prévues cette année? Du coup, Eline 4 que je suis en train d'écrire le 1er mai. Et après, non, juste Faille de sel et 203 en octobre. Et est-ce que c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu projettes de faire un relié pour les trois une fois que tu auras fini le troisième, comme tu as fait pour Mira? Un collector. Ah, Intégrale, une une intégrale? intégrale. Non, parce que du coup, je les ai déjà sortis en relié. Du coup, je me dis, ça refaire du relié, c'est pas forcément super pertinent. Et, euh, et très honnêtement, en fait, j'adore mes couvertures. Du coup, ça voudrait dire faire une autre couverture encore, alors que celles-là, je les aime bien. Et non, j'ai pas prévu. En fait, les intégrales, c'est pareil, c'est une stratégie qui a ses bons et ses mauvais côtés, et j'ai pas prévu de le faire pour Faille de sel et de sang. Ok. On a une question. Qui fait tes couvertures? Ça change de l'un à l'autre, je suppose. Donc, Oui, alors du coup, la majorité de mes couvertures ont été faites par Marie Faucheux, encore une fois. En fait, ça me fait trop rire parce que dès que j'ai une interview ou quelque chose, je devrais compter le nombre de fois où je dis son prénom, en fait, à ce stade-là. Donc Marie, elle a fait, au début, Droit de sang avait d'autres couvertures, donc elle avait fait les premières couvertures de Droit de sang. Elle a fait toutes mes couvertures de romances historiques parce qu'il faut savoir que sur mes romances historiques, c'est moi en photo à ouais. chaque fois. Donc c'est soit mes jambes, soit mon dos, soit mes cheveux. Et quand il y a un homme, c'est mon chéri. Parce qu'en fait, on trouvait jamais des gens dans les postures qu'on voulait ou avec des habits à peu près qui passaient pour l'époque. Du coup, on a fait des photos nous-mêmes. Donc voilà. Elle a fait bien sûr les couvertures de notre saga en commun. Après, elle m'a fait d'autres couvertures et sinon, j'ai par exemple Droit de sang, donc les nouvelles covers, c'est une illustratrice. La saga Faille de sel et de sang, c'est une graphiste qui fait beaucoup de fantaisie, de romantaisie, et qui du coup vraiment a cette patte très romantaisie que j'aime beaucoup. Et Eline, c'en est encore une autre qui, elle, fait beaucoup de... Parce qu'en fait, sur la cover d'Eline, c'est avec Eline, du coup, enfin, c'est avec un personnage. Elle fait beaucoup ce genre de cover, un peu avec un effet 3D. Ça a un nom technique dont je ne me souviens absolument plus, mais qu'elle maîtrise très bien. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait appel à elle, parce qu'elle fait beaucoup ce genre de cover et ça correspond. Voilà. Et cette année, on pourra te rencontrer en séance de dédicace ou en salon? Ouais, alors du coup, je vais à la Rare à Paris le 6 avril. C'est bientôt. Je suis en train de réaliser, c'est très bientôt. Après, j'ai prévu quelques séances de dédicaces en librairie, mais du coup dans ma région, enfin un peu autour de chez moi, Qui parce est, que... pardon. qui est où? Ta région? Ah, pardon, j'habite en Savoie. Je suis pas loin de l'Italie, dans mes montagnes. Du coup, j'en ai prévu à Bourg-en-Bresse, à Bourgoin-Jallieu. C'est vraiment des patelins, mais voilà, ça peut me permettre de me faire découvrir par de nouvelles lectrices. J'en aurai une à Lyon aussi en début d'année 2025 parce qu'il n'avait pas déjà plus de place sur 2024, donc ça va super vite. Et voilà, j'avoue que en fait, j'ai envie de faire plus de dédicaces en librairie, mais j'ai pas envie d'aller trop loin parce que tout de suite, c'est des déplacements, des frais, de la fatigue, et tout ça, ça à prendre en considération. Donc c'est vrai que quand je me déplace loin, c'est pour des gros salons, donc la Rare à Paris. Après, j'ai pas d'autres salons de sûrs pour l'instant. J'aimerais bien en faire un fada. Ah non, si, pardon, j'en ai un à Lyon fin septembre, à Pusignan, c'est un tout petit patelin à côté de Lyon. Je l'avais totalement oublié, mais oui, j'ai ça. Mais du coup, c'est aussi enfin, c'est à 1 heure de route, donc je suis vraiment pas loin. Et sinon, j'aimerais bien faire un autre gros salon en fin d'année, mais rien n'est encore sûr, parce qu'on n'a pas de... Enfin, on doit d'abord faire le dossier et ensuite avoir la réponse. Voilà. Et ce serait où? Ce serait à Mons. On aimerait bien faire le salon du livre de Mons. Oui, tu peux applaudir, mais ouais, voilà. Finger crossed parce que il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de demandes et ça n'a pas l'air
assez grand pour suivre la demande. Donc, Même si tu fais comme avec Lucie Chaponnet et que vous faites partie de la librairie, enfin, je sais qu'elle jeune vient pousse, pas, enfin, elle vient avec un groupe de oui. filles, Alors, des fois, Lulu, elle est soit avec la librairie Jeune Pousse, c'est ça. soit avec la J. Robin Agency, parce que elle fait beaucoup de salons. Du coup, elle a plusieurs plans. Moi, j'en fais vraiment, vraiment pas beaucoup. Là, en fait, notre objectif, du coup, avec notre petit groupe, avec les filles, ce serait d'avoir un stand à nous. On voudrait faire un dossier pour notre stand. Mais du coup, vraiment pas sûr qu'on soit pris parce que il y a l'air d'avoir beaucoup de demandes et on l'a jamais fait. Il y a aussi ce côté, souvent ils reprennent, je pense, des gens qui connaissent, etc. Donc bref, En, en affaire à sachant suivre. que, en sachant qu'il y a du monde en moins dans le sens où, par exemple, Blacking, il n'ira pas à Mons cette année, ils nous l'ont dit. Enfin, il y a peut-être moyen, hein. On sait, en fait, on fait le dossier, après on avise, hein, on n'a rien à perdre Ça. à faire le dossier. Mais ouais, ce serait super. J'aimerais beaucoup parce que ça a l'air d'être un gros salon, ça a l'air d'être vraiment apprécié des lectrices. Moi, je Et l'ai pas trouvé si gros que ça, bah, mais alors, c'était dans le sens où ça vend bien, pardon. ouais, Parce ok. que Lucille, elle y est allée l'année dernière et elle a dit qu'elle avait vraiment bien vendu, que c'était bien passé. Puis moi, du coup, En comme je Belgique, c'est un suis. des plus beaux quand même, malgré tout. Oui, voilà. Puis moi, comme je suis dans le bas de la France, enfin, tu vois, j'ai jamais fait de salon au-dessus de Paris, du coup. Donc là, ça permettrait aussi d'aller dans cette partie-là, enfin, du coup, jusqu'à la Belgique, mais enfin, je veux dire, dans le nord, loin. Donc, ce serait cool. Je vous le souhaite en tout cas. Je serai là si c'est le cas. Pour ceux qui sont intéressés, en bas, j'espère que vous avez noté les dates et les endroits. Du coup, ouais, ouais, il y a que 2 vraies dates de salon, du coup. Puis ouais, la rare, c'est du coup le mois prochain. Ça va être top. J'ai super hâte. Ça a l'air immense. Vraiment. Tu es Ça... stressé? Pardon? Tu es stressé d'y aller? Un petit peu, j'avoue. Bah déjà, je crois qu'il y a quelque chose comme 200 auteurs. C'est vraiment super grand parce que c'est organisé par des autrices américaines, donc il y aura beaucoup d'autrices américaines. Mais, euh, mais ça a l'air vraiment, comment dire, un peu une autre organisation que ce qu'on a l'habitude de voir dans les salons, comme justement c'est géré par des autrices américaines. En fait, la rare, elle bouge, elles en font à Paris, elles en font dans plein de villes du monde. Donc c'est vraiment dingue de pouvoir participer à ça. Mais oui, je suis un peu stressée pour le côté, déjà c'est à Paris, voilà, donc il y a ce stress de trouver, enfin, on devrait trouver, c'est au Palais des Congrès, donc on va pas se perdre, mais c'est grand, il va falloir enfin, tout gérer, etc. Donc ouais, il y a le petit stress, normal. Ça ira bien. Et pourquoi pas celui de Vendargue? J'ai pas été prise. Voilà, on en revient à la même chose de beaucoup de demandes et bah, un nombre de places limité, donc non, j'ai pas été acceptée. Ça fait 2 ans que je demande et j'ai pas été acceptée les 2 fois. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, on va faire un petit jeu si tu es d'accord. Oui, Un truc tout facile, tu verras. On va te faire une proposition de deux choix et tu dois choisir celui qui te correspond le mieux. ok. Ok? Thé ou café? Thé, Salé ou sucré? sucré, Film ou série? série, En couple ou célibataire? en couple. Lecture ou écriture? C'est dur, hein? Écriture. Romance ou Romance fantasy? ou Vas-y, romance ou fantasy? Je peux répondre romantaisie ou ça passe pas? on passe. Euh, Mer ou montagne? Bah, montagne, je suppose. Montagne, montagne. Basket ou escarpin? Basket, Maquillage ou au naturel? naturel. Introverti ou extraverti? Introverti. Restaurant ou McDo? Gros McDo. Et e-book ou papier? J'adore les deux. Euh, je vais dire e-book. Ok. Du coup, on a une question. Est-ce que tu vis de ta plume? Oui, je vis de ma plume depuis 2019. Il y a d'autres questions. Je vais regarder, je remonte un peu pour voir. Mais...
Moi, j'en Oui, ai une. j'étais prise dans ce que je disais, j'ai pas du tout regardé, je suis désolée, pas très Non, non, mais efficace. c'est à nous à gérer ça, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Tu as dit que tu étais lectrice. Est-ce que tu Mm. peux nous faire ton top 3 de tes livres préférés? Euh, C'est trop dur parce que ça change souvent, enfin, ne serait-ce que selon les humeurs, etc. En ce moment, je suis en train de relire Iron Flame, donc la suite de Force Wing. Enfin, je suis en train de l'écouter en livre audio. Donc ouais, ça c'est, je pense, que c'est dans mon top 3. Très bonne lecture. J'ai vraiment, j'adore l'univers et, euh, et j'ai très hâte des suites. Vraiment, je pense que dès que la date de sortie est annoncée, je sais que ce jour-là, je fais rien. Euh, après, je vais dire un classique, enfin, à mes yeux c'est un classique, mais à Cotard, parce que le tome 2, il m'a vraiment marqué. C'est un livre que j'ai beaucoup relu et que j'ai trouvé très émouvant. Pas seulement pour l'aspect romance, plot twist, etc. Vraiment, c'est l'évolution psychologique de l'héroïne qui m'a beaucoup émue. Et après, hum, c'est pas facile. Euh, ouais, si je viens de voir La Place Miroir, excellente saga. Aussi beaucoup aimé. Très, très original, très bien écrit. Et puis il y a une Eulalie dedans, donc c'est tellement rare que j'ai poussé un petit cri, je pense, en voyant mon prénom. C'est vrai que c'est pas un prénom commun. Non, non, du coup, c'était la première fois qu'il était dans un livre, j'étais trop contente. On a On une a une question. question de Vivi Oui, vas-y. qui demande quel est ton auteur préféré. Euh, T'es pas obligé d'en avoir un. ouais, en fait, j'ai pas vraiment d'auteur préféré. Je pense qu'il y a des auteurs. En fait, j'ai des auteurs un peu instant buy, en mode tout ce qui sort, je peux les acheter parce que j'adore ce qu'ils font. Par exemple, là, j'ai lu le dernier de Ali Hazelwood, celle qui a écrit The Love Hypothesis. Elle a écrit une romance paranormale. J'ai adoré, c'était vraiment. On sent qu'elle s'est tapé un petit kiff et tout. Donc, non, j'ai plus des auteurs genre enfin, en mode confiance et en mode j'aime ta façon d'écrire, j'aime ta façon de raconter des histoires. Donc, ouais. Non, c'est dur d'en avoir qu'un seul. Il y a trop de choix, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors si Si moi toi, j'ai moi j'ai une dernière question. Du coup, alors si quelqu'un n'a lu aucun de tes livres et a envie de te découvrir, lequel tu lui conseilles pour commencer? Alors, alors souvent quand on me pose cette question, j'ai tendance à poser des questions en retour parce que comme j'écris plusieurs genres et que souvent dans chaque genre j'ai plusieurs sagas, ça dépend vraiment des attentes et ça dépend aussi, bah, comme je disais, je trouve que ça dépend des humeurs. Des fois, on a envie de lire quelque chose de compliqué, avec plein de retournements de situation, de la politique, machin. Et des fois, on a envie de lire un truc léger, tranquille, on sait que ça va bien se terminer. Donc, ça dépend vraiment de ça. Après, je pense, le plus simple, c'est de commencer un peu par mes titres les plus gros, on va dire. Donc, par exemple, en romance historique, c'est Pour l'amour d'un Highlander. C'est aussi le plus... Enfin, c'est assez léger, c'est de la romance. Il y a une petite pointe d'humour, enfin voilà. Après, en plus fantastique, je dirais Éline, parce que pareil, c'est très moderne. Ça se lit vite parce que les livres sont courts. Donc vraiment, je veux dire, c'est 50 000 mots. Donc il y a beaucoup d'actions. En vrai, je pense que c'est dur de s'ennuyer en le lisant parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et après, en fantasy, j'aurais plutôt tendance à conseiller Feuillet de sel et de sang. Parce que, encore une fois, Droit de sang, c'est un énorme pavé. Et il faut être prêt à lire ce genre de trucs. Je vais me l'acheter, moi, Je t'ai convaincue. Lequel de tes livres ou sagas tu as préféré écrire c'est Mam's Book qui te demande ça. Euh, hum, ouais, je pense que ça va être Droit de sang parce que même si ce sont des énormes pavés qui m'ont pris chacun plusieurs années à écrire, euh, je, en fait, je suis super fière de l'histoire que j'ai réussi à écrire justement parce que ça dure sur des années, il y a beaucoup de personnages et il y a un peu, on va dire, je tisse une toile qui à la fin prend sens et du coup j'en suis fière et puis j'aurai toujours ces personnages avec moi en fait.
Les deux héros, ils seront toujours avec moi. Donc, j'ai du mal à. Enfin, je leur ai dit au revoir, mais en même temps, je leur dirai jamais vraiment au revoir, je pense. Il y a bien une romance, même si elle est secondaire. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas une romantaisie, effectivement, c'est fantasy dans le sens, bah, la magie. La magie est pas très présente tout de suite, c'est un peu crescendo. La politique, par contre, très présente tout de suite, ça, on est vraiment sur des intrigues de cour. Elle, le fait qu'elle doit monter au pouvoir, mais qu'elle y connaît rien. Beaucoup aussi de sujets, du coup, qui concernent les femmes, parce que il y a toujours ce côté être une femme dans un monde d'hommes. Et voilà, mais oui, il y a de la romance. Elle est pas centrale, elle fait partie de l'intrigue, mais elle est pas centrale. C'est pour ça, c'est pas vraiment une romantaisie. Oui, mais moi, même si elle est secondaire et lointaine, mais il faut toujours qu'il y ait une petite touche de romance. Ah oui, non, non, mais elle est pas si secondaire que ça. Ben Je voilà. crois qu'on a fait le tour des questions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Bah, juste que c'était très sympa. Merci les filles pour toute l'organisation et pour avoir animé tout ça avec des super questions et tout. C'était trop cool. Avec grand plaisir. Ça nous a fait plaisir. Merci à toi, surtout. À toi, oui. Du coup, on va te laisser te Oui, reposer en ce vendredi soir. Merci à tous qui sont en bas et puis bonne soirée à tous. oui. Oui. Bonne Pareil. soirée. Et Bonne merci. soirée. Bisous. Au revoir.